Bien avant que les premières de villes humaines ne tracent leurs ombres sur la plaine mésopotamienne, l'argile portait déjà une mémoire. Des tablettes enfouies sous le sable, gravées de signes précis, répétés avec une rigueur presque scientifique. Elles ne parlent pas de mythes au sens moderne, mais de processus, de hiérarchie, de tâches accomplies sur une terre encore silencieuse. Les Sumériens ne semblaient pas raconter une origine symbolique, ils consignaient des événements. Des êtres venus d'ailleurs, liés au ciel mais profondément impliqués dans la matière, auraient façonné le monde bien avant l'apparition de l'humanité telle que nous la connaissons. Ce qui trouble, ce n'est pas l'étrangeté de ces récits, mais leur constance, leur cohérence interne et la manière dont ils s'alignent parfois avec des observations géologiques, astronomiques et biologiques modernes. Que faisaient réellement les Anunnaki sur Terre avant l'homme et pourquoi leurs traces s'arrêtent-elles brusquement dans l'histoire écrite ? Lorsque les premières tablettes sumériennes furent exhumées du sol mésopotamien, elles ne provoquèrent ni choc immédiat ni rupture brutale dans la compréhension de l'histoire ancienne. Elles furent classées, traduites, rangées. Leur écriture cunéiforme, méthodique et répétitive semblait avant tout administrative. Des listes, des récits structurés, des descriptions précises de fonctions, de lieux, de cycles. Rien qui évoquait, à première vue, une cosmogonie poétique ou une légende improvisée autour d'un feu. Ce qui distingue pourtant ces textes des mythes que l'on retrouve ailleurs dans le monde ancien, c'est leur ton. Les tablettes ne cherchent pas à émerveiller. Elles n'exagèrent pas. Elles consignent. Les Anunnaki y apparaissent non pas comme des figures symboliques, mais comme des acteurs organisés, soumis à des règles, à une hiérarchie claire et à des contraintes matérielles bien réelles. Ils arrivent, s'installent, exploitent, décident, puis se retirent. Le vocabulaire employé est technique pour son époque, presque froid. Les verbes décrivent des actions concrètes. Construire, extraire, mesurer, superviser. Les scribes sumériens ne semblaient pas douter de la réalité de ces événements. Ils ne les présentèrent pas comme un passé mythique lointain, mais comme une chronologie antérieure à l'humanité, conservée parce qu'elle expliquait l'ordre du monde. Dans leur vision, l'homme n'était pas le point de départ, mais une conséquence tardive. Avant l'apparition des premières cités humaines, la terre décrite par ces tablettes est déjà structurée. Elle n'est pas vierge. Elle est observée, exploitée, divisée en zones d'intérêt. Les Anunnaki ne créent pas la planète, ils la trouvent. Et ce qu'ils y trouvent semble répondre à un besoin précis. Certaines ressources y sont décrites avec insistance, en particulier les métaux rares, et plus encore une matière brillante, malléable, difficile à extraire, associée à la poussière et aux profondeurs. L'or n'est pas présenté comme un symbole de richesse, mais comme une nécessité fonctionnelle. Dans ces textes, les Anunnaki ne sont pas immortels au sens absolu. Ils sont durables, longévifs, mais soumis à l'usure, au temps, au travail. Leur présence sur Terre n'est pas un acte gratuit. Elle répond à une contrainte qui vient d'ailleurs, d'un environnement céleste instable, évoqué de manière indirecte, presque prudente. Les tablettes ne décrivent jamais précisément leur monde d'origine, mais elles évoquent des cycles orbitaux, des retours périodiques, des décisions prises loin de la Terre, comme si cette planète n'était qu'un avant-poste. Ce qui frappe les chercheurs modernes, ce n'est pas seulement le contenu, mais la cohérence interne de ces récits sur plusieurs siècles de copies. Les mêmes noms, les mêmes fonctions, les mêmes événements apparaissent, parfois séparés par des générations de scribes. Une tradition aussi stable suggère une source plus ancienne, déjà figée, transmise avec rigueur. Il ne s'agit pas d'un folklore évolutif, mais d'un corpus conservé. Les Anunnaki sont décrits comme descendants du ciel, mais jamais dans un langage mystique. Le ciel pour les Sumériens n'est pas un royaume spirituel abstrait. Il est un espace physique, mesurable, rythmé par les mouvements des astres. Le lien entre les Anunnaki et les corps célestes est constant. Certains sont associés à des planètes visibles, d'autres à des cycles plus longs, invisibles à l'œil nu, mais déduits par observation répétée. Avant l'homme, selon ces tablettes, la Terre est un lieu de travail, non hostile, mais exigeant. Les Anunnaki y établissent des bases, principalement dans des régions riches en ressources minérales. Les montagnes, les plaines alluviales, les zones fluviales sont mentionnées avec précision. Rien n'indique une domination violente de la planète, mais plutôt une exploitation méthodique organisée sur de longues périodes. Avec le temps, un problème émerge dans ces récits. Le travail devient trop lourd. Les tâches répétitives, l'extraction prolongée,
la gestion d'un environnement étranger pèse sur ceux qui sont chargés de les accomplir. Les tablettes parlent de plaintes, de fatigue, de tensions internes, non pas comme une rébellion mythique, mais comme une crise logistique, une main-d'œuvre insuffisante, une durée de mission trop longue. C'est ici que le récit sumérien prend une direction singulière. Au lieu de résoudre ce problème par le départ ou par l'abandon de la Terre, une autre solution est envisagée, une solution impliquant la matière vivante locale. Les textes deviennent alors plus prudents, plus fragmentaires, comme si ce passage nécessitait une attention particulière. Il ne s'agit pas encore de l'homme, mais d'une expérimentation. Avant l'humanité telle que nous la connaissons, il est question d'un être intermédiaire, un travailleur, un assistant biologique. Les tablettes décrivent un processus de combinaison, de mélange, de façonnage à partir de ce que la Terre offre déjà. L'argile n'est pas ici une métaphore poétique. Elle est une matière réelle, humide, malléable, associée à la vie primitive. Ce qui est ajouté vient des Anunnaki eux-mêmes, une essence, une empreinte, une information. Ce passage, longtemps interprété comme un mythe de création, prend une autre dimension lorsqu'on le lit à la lumière des connaissances biologiques modernes. Les Sumériens ne parlent pas d'âme au sens religieux. Ils parlent de souffle, de modèle, de fonction. L'être créé n'est pas destiné à régner, mais à travailler, à comprendre des ordres simples, à opérer dans un environnement contrôlé. Les tablettes ne décrivent pas cette création comme un succès immédiat. Il y a des ajustements, des échecs, des corrections. Certains êtres ne survivent pas, d'autres ne sont pas fonctionnels. Ce langage d'essai et d'erreur est rarement associé au récit mythologique, mais il apparaît ici de manière étonnamment directe. L'humanité dans ce cadre n'émerge pas comme une espèce spontanée, mais comme une solution technique devenue autonome avec le temps. Ce qui n'était qu'un outil finit par développer une conscience propre, une mémoire, une capacité à transmettre. Les Anunnaki semblent en être conscients, mais pas alarmés, du moins pas au début. Ce que ces tablettes suggèrent, sans jamais l'affirmer clairement, c'est que les Anunnaki n'avaient pas prévu l'ampleur de cette évolution. Ils avaient créé un intermédiaire, pas un héritier. Et pourtant, quelque chose s'est transmis au-delà de la fonction initiale. Avant même l'apparition des premières dynasties humaines, les Anunnaki commencent à se retirer progressivement. Leur présence devient moins directe. Ils supervisent plutôt qu'ils n'interviennent. Ils observent. Ils laissent des règles, des structures, des savoirs fragmentés. Puis, lentement, ils disparaissent du récit actif. Les tablettes ne décrivent pas leur départ comme une catastrophe. Il n'y a pas de chute spectaculaire, pas de guerre cosmique. Il y a un silence progressif, une absence organisée. Comme si leur mission sur Terre avait atteint un point de stabilité suffisant pour ne plus nécessiter leur présence constante. Ce silence, paradoxalement, est ce qui intrigue le plus, car les scribes continuent d'écrire. Les humains continuent de bâtir, de compter, de prier. Mais les Anunnaki deviennent des références lointaines, figées dans un passé antérieur à la mémoire humaine directe. Ce qui reste, ce sont ces tablettes. Des objets simples, en argile cuite, capables de survivre à des millénaires d'enfouissement. Elles ne crient pas leur message. Elles attendent. Et à mesure que notre compréhension de la génétique, de l'astronomie et de la géologie progresse, certaines de leurs affirmations cessent de paraître totalement étrangères. Si les Sumériens ont réellement consigné une histoire antérieure à l'homme, alors une question demeure suspendue, calme mais persistante. Si les Anunnaki ont quitté la Terre après avoir accompli ce qu'ils étaient venus faire, qu'ont-ils laissé derrière eux, au-delà des textes, dans la mémoire biologique même de l'humanité, et comment cette trace silencieuse continue-t-elle d'influencer notre histoire sans que nous en ayons pleinement conscience? Lorsque les tablettes sumériennes évoquent la Terre avant l'homme, elles ne décrivent ni un chaos primitif, ni un monde en attente de sens. Elles parlent d'un environnement déjà observé, déjà compris, déjà intégré dans un système plus vaste. La planète n'est pas présentée comme un lieu sauvage à dompter, mais comme un territoire aux propriétés précises, identifié pour ce qu'il peut offrir. Cette vision tranche avec l'idée moderne d'une Terre découverte tardivement par l'intelligence. Ici, l'intelligence précède l'humanité. Les paysages décrits ne sont jamais abstraits. Les plaines sont nommées pour leur fertilité, les montagnes pour ce qu'elles renferment, les cours d'eau pour leur régularité et leur capacité à transporter. Tout semble évalué selon des critères d'utilité et de stabilité. Les Anunnaki ne se contentent pas d'habiter la Terre, ils l'analysent.
Ils en découpent les régions, attribuent des fonctions, établissent des zones de travail et d'autres de repos. Cette organisation suggère une connaissance approfondie du milieu bien avant toute présence humaine consciente. Dans ces récits, la Terre est silencieuse mais active. Les cycles naturels sont observés avec attention. Les variations du sol, les dépôts, les transformations lentes de la matière sont décrits comme des processus attendus, presque prévisibles. Rien n'indique une lutte contre la planète. Au contraire, les Anunnaki semblent s'insérer dans ces rythmes, exploitant ce qui est accessible sans bouleverser l'ensemble. Cette approche mesurée donne l'image d'une présence calculée, temporaire, mais respectueuse d'un équilibre nécessaire à long terme. Avant l'homme, il n'est pas question de ville, mais de structure. Des lieux établis pour durer, sans ornement inutile. Les tablettes évoquent des fondations solides, des plateformes, des espaces définis par leur fonction plutôt que par leur apparence. Ce ne sont pas des temples au sens religieux, mais des points d'ancrage, des centres d'activité reliés entre eux par des trajets réguliers. La Terre devient alors un réseau et non un simple décor. Ce qui frappe dans ces descriptions, c'est l'absence totale de référence à une nature sacrée. Les montagnes ne sont pas divinisées, les rivières ne sont pas personnifiées, elles sont utiles, observables, constantes. Cette manière de décrire le monde suggère que la sacralisation de la nature viendra plus tard, avec l'homme. Avant lui, la Terre est un lieu fonctionnel, presque neutre, dont la valeur réside dans sa capacité à soutenir certaines opérations. Les Anunnaki apparaissent comme des gestionnaires, plus que comme des conquérants. Ils délèguent, surveillent, ajustent. Certains sont associés à des régions spécifiques, non pas comme des dieux locaux, mais comme des responsables assignés. Cette répartition des rôles renforce l'idée d'une organisation structurée, comparable à une administration étendue sur une planète entière. Chaque décision semble répondre à une nécessité précise, jamais à un caprice. Les tablettes suggèrent également que la Terre n'est pas unique dans ce système. Elle fait partie d'un ensemble plus large de lieux observés, visités, évalués. Mais elle possède quelque chose de particulier, une combinaison rare de stabilité, de diversité et de ressources accessibles. Ce caractère singulier expliquerait pourquoi elle est choisie, non pour y vivre éternellement, mais pour y accomplir une tâche spécifique. Avant l'homme, les êtres vivants présents sur Terre sont mentionnés de manière périphérique. Ils existent, mais ne sont pas centraux. Ils font partie du paysage, au même titre que les roches ou les fleuves. Les tablettes ne parlent pas de domination sur ces formes de vie, ni de destruction massive. Elles les considèrent comme des éléments déjà intégrés dans l'équilibre général. Cela renforce l'idée que l'intervention majeure n'est pas la transformation de la planète, mais l'introduction ultérieure de quelque chose de nouveau. Ce monde préhumain est décrit comme stable, mais pas figé. Les Anunnaki savent que la Terre évolue lentement. Ils anticipent les changements, adaptent leurs installations, déplacent certaines activités. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une compréhension fine des processus naturels. Ils ne semblent jamais surpris par ce que la planète produit. Tout est inscrit dans des cycles longs, observés sur des durées qui dépassent largement une vie humaine. À mesure que les tablettes déroulent cette période antérieure à l'homme, un contraste se dessine. Plus l'organisation est détaillée, plus l'absence humaine devient évidente. L'homme n'est pas oublié, il n'est pas encore là, et cette absence n'est pas un manque. Elle est simplement un état antérieur. La Terre fonctionne sans lui, de manière cohérente, efficace, presque complète. C'est précisément cette complétude qui rend la suite du récit troublante. Si la Terre était déjà organisée, si les Anunnaki disposaient des ressources et des structures nécessaires, pourquoi introduire une nouvelle forme de vie consciente ? Les tablettes ne posent pas la question frontalement, mais elles la laissent émerger lentement à travers les descriptions de contraintes croissantes. Le problème ne vient pas de la planète, mais de ceux qui y travaillent. Le temps passe et la durée de la présence sur Terre devient un facteur de tension. Les missions s'allongent, les retours se font attendre, la distance avec le lieu d'origine se fait sentir. La Terre, aussi stable soit-elle, reste étrangère. Les tablettes évoquent une lassitude, non émotionnelle mais structurelle. Une organisation pensée pour le long terme commence à montrer ses limites. C'est dans ce contexte que la Terre change de statut. Elle n'est plus seulement un lieu d'extraction ou d'observation. Elle devient un laboratoire. Non pas au sens expérimental chaotique, mais comme un espace où une solution nouvelle peut être envisagée. Une solution qui utilise ce que la planète offre déjà, sa matière, sa capacité à produire et à maintenir la vie.
L'organisation préhumaine de la Terre n'était donc pas une fin en soi. Elle préparait quelque chose. Sans le savoir peut-être, les Anunnaki avaient mis en place les conditions nécessaires à une transition. Une planète stable, structurée, observée sur le long terme, devenait le terrain idéal pour une intervention plus profonde. Une intervention qui ne se contenterait plus d'exploiter la surface, mais qui toucherait au vivant lui-même. Les tablettes restent discrètes sur le moment précis où cette idée émerge. Il n'y a pas de date, pas d'événement déclencheur spectaculaire. Il y a une continuité, une logique qui s'impose progressivement. Quand une organisation atteint ses limites, elle cherche une adaptation. Et sur Terre, cette adaptation ne pouvait venir que de la vie locale. Ainsi, avant même que l'homme n'existe, la Terre avait déjà été façonnée comme un espace prêt à l'accueillir, non par intention bienveillante, mais par nécessité. Ce qui allait suivre ne serait pas une création poétique, mais une réponse pragmatique à un problème ancien. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la planète passe du statut de ressource à celui de solution, que le récit des tablettes prend une direction irréversible, ouvrant la voie à une décision qui allait transformer à jamais le destin de la Terre et de ceux qui y apparaîtraient ensuite. Les tablettes sumériennes décrivent l'arrivée des Anunnaki sur Terre avec une retenue qui surprend. Aucun cataclysme, aucun bouleversement brutal du paysage, rien qui évoque une irruption violente ou un événement destiné à marquer les esprits. Leur venue n'est pas racontée comme une invasion, mais comme une transition maîtrisée. Ils descendent du ciel sans fracas, comme s'ils suivaient un trajet connu, répété, presque routinier. Le ciel dans ces textes n'est jamais un espace mystique détaché du monde matériel. Il est un domaine structuré, régi par des trajectoires régulières et des cycles observables. Les scribes sumériens parlent du ciel comme d'un lieu d'origine, mais aussi comme d'un système. Les Anunnaki ne surgissent pas de l'inconnu. Ils viennent d'un ailleurs identifié par ses mouvements, par ses retours périodiques, par sa relation constante avec la Terre. Leur descente n'est pas un miracle, c'est une opération. Les mots utilisés pour décrire cette arrivée sont précis. Ils évoquent des passages, des portes, des points de contact entre le ciel et la surface terrestre. Ces termes ont souvent été traduits comme des métaphores, mais leur répétition et leur cohérence suggèrent autre chose. Les Sumériens semblaient disposer d'un vocabulaire spécifique pour désigner des phénomènes qu'ils observaient sans toujours les comprendre pleinement, mais qu'ils considéraient comme réels. Les Anunnaki ne se manifestent pas à l'ensemble de la planète. Leur présence est localisée. Ils choisissent des régions spécifiques, déjà mentionnées pour leurs ressources et leur stabilité. Les tablettes insistent sur cette sélection. Rien n'est laissé au hasard. Les lieux d'arrivée sont préparés, adaptés, intégrés dans une organisation plus vaste. Cela suggère une connaissance préalable de la Terre, comme si elle avait été étudiée bien avant la première descente. Ce qui frappe également, c'est l'absence de peur dans ces récits anciens. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme des figures terrifiantes ou incompréhensibles. Ils sont différents, certes, mais leur différence est fonctionnelle, non monstrueuse. Les Sumériens les perçoivent comme des êtres venus d'ailleurs, mais intégrés dans un ordre cosmique logique. Leur altérité n'est pas une menace, elle est une donnée. Les descriptions physiques des Anunnaki sont rares et fragmentaires. Les tablettes semblent moins intéressées par leur apparence que par leur rôle. Lorsqu'elles évoquent leur stature ou leur présence, c'est toujours en lien avec une fonction précise. Ils sont plus grands, plus durables, plus résistants, mais ces caractéristiques ne sont jamais exagérées. Elles servent à expliquer pourquoi ils peuvent accomplir certaines tâches, pas à les glorifier. Leur arrivée sur Terre s'accompagne immédiatement d'activités. Il n'y a pas de période d'observation passive. Dès qu'ils sont installés, ils commencent à agir. Ils mesurent, ils organisent, ils établissent des structures. Cette efficacité suggère une préparation longue menée ailleurs. La Terre n'est pas un terrain d'improvisation. Elle est une étape dans un plan déjà en cours. Les tablettes laissent entendre que tous les Anunnaki ne descendent pas. Certains restent associés au ciel, surveillant les cycles, maintenant le lien avec le lieu d'origine. Cette division des rôles est essentielle. Elle montre que la présence sur Terre n'est qu'une partie d'un système plus large où chaque fonction dépend d'une autre. Ceux qui descendent ne sont pas isolés. Ils restent connectés à un ensemble qui les dépasse. Le silence entourant les moyens de cette descente est révélateur. Les scribes n'essaient pas d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils constatent. Ils enregistrent le fait que les Anunnaki viennent du ciel et repartent parfois, suivant des périodes longues.
Cette honnêteté dans l'ignorance renforce la crédibilité du récit. Il ne cherche pas à combler les vides par l'imaginaire. À mesure que les générations humaines se succèdent, ces arrivées deviennent des événements fondateurs, non pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles structurent le temps. Les règnes, les cycles, les changements majeurs sont souvent datés par rapport à la présence ou à l'absence des Anunnaki. Ils deviennent des repères chronologiques, des points fixes dans une histoire longue. Pourtant, malgré cette importance, les Anunnaki ne s'imposent pas comme des souverains absolus. Ils ne dirigent pas chaque aspect de la vie future. Leur autorité est réelle mais limitée à ce qui concerne leur mission. Cette retenue est frappante. Elle suggère que leur objectif n'est pas la domination mais l'accomplissement d'une tâche précise définie en amont. Les tablettes évoquent parfois des tensions entre ceux qui descendent et ceux qui restent pliés au ciel. Des divergences de priorité, des désaccords sur la durée de la mission, sur les méthodes employées. Ces tensions ne sont pas dramatisées. Elles sont présentées comme des débats internes, normaux dans toute organisation complexe. Cela humanise les Anunnaki, non pas en les rendant semblables à nous, mais en les inscrivant dans une logique de décision collective. Avec le temps, la présence des Anunnaki sur Terre devient presque routinière dans le récit. Ils sont là, ils agissent, puis certains repartent. Cette normalité apparente est peut-être l'aspect le plus troublant, car elle suggère que, pour les Sumériens, le lien entre la Terre et le ciel n'était pas exceptionnel. Il faisait partie de l'ordre du monde. Ce regard ancien contraste fortement avec notre manière moderne de séparer le terrestre et le céleste. Pour les Sumériens, le ciel n'était pas inaccessible. Il était distant, certes, mais relié. Les Anunnaki incarnaient cette continuité. Ils étaient la preuve vivante que la Terre n'était pas isolée, qu'elle participait à un ensemble plus vaste. À mesure que leur présence se prolonge, une transformation subtile s'opère. Les Anunnaki commencent à interagir plus étroitement avec la planète elle-même, pas seulement avec ses ressources. Ils observent la vie locale avec une attention croissante. Les tablettes ne détaillent pas encore cette phase, mais elles la préparent. Les descriptions deviennent plus précises, plus attentives aux vivants. Ce glissement est important. Il marque le passage d'une mission centrée sur l'extraction et l'organisation à une réflexion plus profonde sur les capacités de la Terre. Ceux qui étaient devenus du ciel commencent à regarder vers le sol, non plus seulement pour ce qu'il contient, mais pour ce qu'il peut produire. Ainsi, la descente des Anunnaki sur Terre n'est pas un événement isolé, mais le début d'un processus long, évolutif, où chaque étape prépare la suivante. Leur arrivée sans fracas n'est pas un détail anodin. Elle reflète une approche mesurée, presque prudente, face à une planète qui allait bientôt devenir bien plus qu'un simple lieu de passage. Et tandis que leur présence s'enracine discrètement dans le paysage terrestre, une question commence à se dessiner en filigrane dans les tablettes. Si ceux qui viennent du ciel peuvent s'installer sans bouleverser le monde, que se passera-t-il lorsque le monde lui-même deviendra un acteur central de leur projet et non plus seulement son support silencieux ? Dans les tablettes sumériennes, la Terre n'est jamais décrite comme un monde abandonné à lui-même avant l'arrivée des Anunnaki. Elle est silencieuse, oui, mais ce silence n'est pas vide. Il est observé. La planète est déjà connue, déjà évaluée, déjà suivie à distance bien avant toute présence prolongée à sa surface. Ce regard préalable change profondément la manière dont ces textes doivent être compris. Les Anunnaki ne découvrent pas la Terre. Ils la reconnaissent. Le silence évoqué n'est pas celui de l'absence de vie, mais celui d'une planète sans langage conscient. Les cycles naturels se déroulent sans interruption. Les continents se déplacent lentement. Les fleuves redessinent leur cours. La vie prolifère, s'adapte, disparaît, réapparaît sous d'autres formes. Tout cela est perçu comme un fond stable, un environnement fiable, capable de supporter des interventions sans s'effondrer. La Terre est riche parce qu'elle est ancienne, et stable parce qu'elle a déjà traversé de longues phases de transformation. Les tablettes insistent sur cette richesse, mais jamais de manière abstraite. Elles mentionnent des profondeurs, des veines, des dépôts enfouis sous des couches de temps. Ce qui intéresse les Anunnaki n'est pas visible à la surface. Ce sont les réserves cachées, accumulées lentement, compressées, transformées par des processus que les Sumériens ne pouvaient pas expliquer, mais qu'ils constataient dans leurs effets. La Terre est perçue comme un réservoir, non comme un paysage. Cette richesse ne rend pas la planète vulnérable. Au contraire, elle justifie une surveillance attentive. Les Anunnaki ne se contentent pas d'exploiter, ils observent en permanence. Les tablettes évoquent des points élevés, des lieux de veille, des structures destinées non au travail, mais à l'observation.
La Terre est suivie dans ses variations, ses changements lents, ses anomalies. Rien ne semble laissé à l'improvisation. La notion de surveillance telle qu'elle apparaît dans ces textes n'est pas oppressive. Elle est méthodique. Elle vise à anticiper, à prévenir, à ajuster. Les Anunnaki semblent conscients que toute intervention prolongée sur une planète vivante entraîne des conséquences. Leur attention constante suggère une responsabilité, ou du moins une conscience aiguë des équilibres en jeu. Ils ne sont pas des extracteurs aveugles. Ils surveillent parce qu'ils savent que la Terre réagit. Les êtres vivants préhumains ne sont toujours pas au centre du récit, mais leur rôle commence à se préciser. Ils ne sont plus seulement des éléments du décor, ils deviennent des indicateurs. Leur comportement, leur adaptation, leur disparition parfois, servent de signaux. La planète communique sans mots, et les Anunnaki apprennent à lire ces signes. Cette lecture attentive du vivant prépare silencieusement la suite du récit. Les tablettes décrivent également des périodes d'attente, des moments où l'activité ralentit, où l'observation prend le pas sur l'action. Ces pauses ne sont pas dues à un manque de ressources, mais à la nécessité de laisser certains processus suivre leur cours. La Terre n'est pas pressée. Elle fonctionne selon des rythmes qui dépassent ceux des missions. Les Anunnaki doivent composer avec cette temporalité lente, parfois contraignante. C'est dans ces périodes de surveillance que la planète révèle son potentiel le plus inattendu. Non pas seulement dans ses profondeurs minérales, mais dans sa capacité à générer des formes complexes, adaptables, résilientes. Les tablettes ne formulent pas encore cette idée clairement, mais elles accumulent les observations. La vie terrestre, bien que primitive dans son organisation consciente, possède une plasticité remarquable. Elle évolue. Elle apprend sans mémoire écrite. Elle conserve des traces sans archives. La Terre devient alors plus qu'une source de matière. Elle devient un système capable de transformation autonome. Cette capacité intrigue. Les Anunnaki semblent comprendre que ce qu'ils observent pourrait être utilisé, orienté, modifié. Non pas pour créer quelque chose à partir de rien, mais pour guider un processus déjà en cours. Cette idée n'est jamais formulée comme une ambition démesurée. Elle apparaît comme une option parmi d'autres, envisagée avec prudence. La surveillance s'intensifie à mesure que cette possibilité se précise. Les tablettes évoquent des relevés plus fréquents, des comparaisons sur de longues durées, des discussions entre ceux qui observent et ceux qui décident. La Terre est silencieuse, mais elle est désormais écoutée. Chaque variation devient porteuse de sens. Chaque stabilité est notée. La planète est riche non seulement en ressources, mais en informations. Ce regard attentif révèle aussi les limites de l'exploitation directe. Certaines zones montrent des signes de fatigue, non pas d'épuisement brutal, mais de modification progressive. Les Anunnaki comprennent que la Terre peut supporter beaucoup, mais pas indéfiniment. Cette compréhension renforce l'idée qu'une solution durable doit s'intégrer aux mécanismes naturels plutôt que les forcer. La surveillance devient alors un outil de modération. À travers ces descriptions, les tablettes dessinent une relation complexe entre les Anunnaki et la Terre. Ni domination totale, ni harmonie idéalisée. Une interaction pragmatique fondée sur l'observation et l'adaptation. La planète est respectée non par sentiment, mais par nécessité. Elle est le support de la mission et sa stabilité conditionne tout le reste. Ce contexte rend d'autant plus significative la transition qui s'annonce. Une planète riche et surveillée offre des possibilités nouvelles. Elle devient un espace où l'on peut envisager des solutions qui n'auraient aucun sens ailleurs. La Terre n'est pas choisie pour sa docilité, mais pour sa capacité à répondre. Elle est un partenaire silencieux mais actif. Les tablettes ne décrivent pas le moment exact où cette prise de conscience se transforme en décision. Elles laissent entendre une évolution progressive, une accumulation d'observations qui finit par orienter la réflexion collective. La surveillance révèle non seulement ce que la Terre contient, mais ce qu'elle peut devenir. Et cette révélation modifie profondément la nature de la mission. À partir de là, la question n'est plus seulement de savoir comment extraire sans détruire, mais comment utiliser la dynamique même du vivant pour résoudre un problème ancien. La planète surveillée devient une planète envisagée comme solution. Et dans ce glissement discret, presque imperceptible, se prépare l'étape la plus déterminante de toute cette histoire. Car lorsque l'on observe assez longtemps une planète vivante, lorsqu'on en comprend les rythmes et les capacités, une possibilité s'impose tôt ou tard, celle de ne plus seulement travailler sur la Terre, mais avec elle. Et c'est précisément cette possibilité, encore silencieuse, encore inavouée, qui commence à émerger à la fin de cette période de surveillance attentive,
ouvrant la voie à une décision qui allait transformer à jamais le lien entre ceux qui venaient du ciel et la vie qui attendait, sans le savoir, à la surface de la terre. Dans les tablettes sumériennes, l'or n'est jamais entouré d'admiration. Il ne brille pas, il ne séduit pas, il ne symbolise ni pouvoir ni richesse. Il apparaît comme une matière parmi d'autres, décrite avec précision, associée à la poussière, aux profondeurs et à la durée. Sa valeur n'est pas culturelle, elle est fonctionnelle. L'or est recherché parce qu'il est nécessaire, non parce qu'il est rare. Les textes anciens insistent sur la difficulté de son extraction. L'or n'est pas facilement accessible. Il est enfoui, dispersé, mélangé à d'autres matières. Il exige un effort constant, prolongé, souvent répétitif. Les tablettes parlent de creuser, de laver, de séparer. Ces actions sont décrites sans embellissement, comme des tâches quotidiennes, lourdes, épuisantes. L'extraction est un processus lent, inscrit dans le temps long, incompatible avec l'impatience. La terre, dans ce contexte, se révèle à la fois généreuse et résistante. Elle contient ce que recherchent les Anunnaki, mais elle ne le livre pas aisément. Chaque fragment d'or nécessite une succession d'étapes, une attention constante, une organisation rigoureuse. Rien n'est laissé au hasard. Les lieux d'extraction sont choisis avec soin, souvent à proximité de cours d'eau, là où la matière peut être déplacée, triée, affinée. Les tablettes décrivent cette activité comme centrale, mais jamais comme glorieuse. Elle est nécessaire mais contraignante. Les Anunnaki qui y sont affectés ne sont pas présentés comme des héros. Ils sont des travailleurs. Leur tâche est essentielle au bon déroulement de la mission, mais elle les expose à la fatigue, à l'usure, à une forme de lassitude qui traverse les textes sans être dramatisée. Ce qui frappe dans ces récits, c'est la durée. L'extraction de l'or ne se fait pas sur une saison, ni même sur une génération. Elle s'étend sur des périodes longues, presque immobiles à l'échelle humaine. Les tablettes parlent de cycles entiers consacrés à cette activité, de retours réguliers sur les mêmes sites, de surveillance constante pour maintenir un rendement stable. L'or est patient, et ceux qui le cherchent doivent l'être davantage encore. La poussière occupe une place importante dans ces descriptions. Elle est omniprésente. Elle recouvre les corps, les outils, les surfaces. Elle pénètre les structures, s'accumule dans les plis du paysage. Cette poussière n'est pas seulement un détail sensoriel. Elle devient le symbole discret de l'effort prolongé, de la lente abrasion du temps et du travail. Extraire l'or, c'est accepter d'être entouré de poussière, d'y revenir chaque jour, sans promesse de fin rapide. Les tablettes évoquent aussi les conséquences de cette activité sur ceux qui l'accomplissent. La fatigue n'est pas décrite comme une émotion, mais comme une donnée. Les corps s'usent. Les cycles de repos deviennent insuffisants. La répétition des gestes finit par peser. Ce n'est pas une souffrance spectaculaire, mais une érosion progressive, presque silencieuse. Une tension qui s'installe dans l'organisation elle-même. À mesure que l'extraction se poursuit, un déséquilibre apparaît. Ceux qui travaillent dans les profondeurs, exposés à la poussière et à l'effort continu, supportent une charge croissante. Ceux qui supervisent, qui observent, qui décident, restent à distance. Les tablettes ne présentent pas cela comme une injustice morale, mais comme un problème structurel. Une organisation qui repose trop longtemps sur un effort intensif finit par atteindre ses limites. C'est dans ce contexte que les textes mentionnent des plaintes, non pas des révoltes violentes, mais des expressions de lassitude collective. Les Anunnaki chargés de l'extraction expriment leur fatigue, leur incapacité à poursuivre indéfiniment cette tâche. Ces plaintes ne sont pas rejetées, elles sont entendues. Elles deviennent un élément du processus décisionnel. Les tablettes décrivent alors une période de réflexion. L'or reste nécessaire. La mission ne peut être abandonnée. Mais la manière de l'accomplir doit évoluer. Continuer à extraire de la même façon conduirait à une rupture, non seulement humaine, mais organisationnelle. La Terre, aussi riche soit-elle, impose une contrainte que même ceux qui viennent du ciel ne peuvent ignorer. Ce moment est crucial. Il marque le passage d'une exploitation directe à la recherche d'une alternative. Les textes ne parlent pas d'une invention soudaine, mais d'une prise de conscience progressive. La solution ne viendra pas de l'extérieur. Elle devra émerger de ce que la Terre offre déjà, de ses matières, de ses processus, de sa capacité à transformer l'énergie en forme vivante. L'or, dans ce récit, agit comme un révélateur. Sa nécessité met en lumière les limites de l'organisation existante. Il oblige les Anunnaki à regarder au-delà des méthodes traditionnelles, à considérer des options jusque-là secondaires.
Les tablettes commencent alors à évoquer la vie locale non plus seulement comme un indicateur, mais comme une ressource potentielle, au sens le plus large. Cette transition est subtile. Elle ne se fait pas dans l'urgence. Les Anunnaki prennent le temps d'observer, de comparer, d'évaluer. La Terre a produit, au fil de son histoire, des formes capables de travailler sans conscience de la durée, sans anticipation de la fin. Des organismes adaptés à la répétition, à l'effort continu, à l'environnement contraignant. Cette observation n'est pas formulée comme une admiration, mais comme une donnée. Les tablettes n'idéalisent jamais cette perspective. Elles la présentent comme une solution parmi d'autres, envisagée avec prudence. Utiliser la vie locale pour soutenir l'extraction de l'or implique une intervention plus profonde que tout ce qui a été fait jusque-là. Cela signifie modifier, orienter, combiner. Cela signifie franchir un seuil. Mais ce seuil devient de plus en plus visible à mesure que l'extraction se prolonge. La poussière continue de s'accumuler, les cycles de travail s'étirent, les plaintes persistent. L'or reste enfoui, patient, exigeant. La Terre, riche et silencieuse, semble offrir une réponse que l'organisation actuelle n'est plus en mesure d'ignorer. À la fin de cette longue période d'extraction, les tablettes laissent apparaître un changement de ton. Les descriptions deviennent plus attentives, plus concentrées sur les possibilités plutôt que sur les contraintes. L'or n'est plus seulement un objectif, il devient le moteur d'une transformation plus vaste. La poussière, omniprésente, cesse d'être un simple résidu. Elle devient le signe que le temps est venu d'envisager autre chose. Car lorsqu'un système atteint un point où l'effort nécessaire dépasse ce qu'il peut durablement fournir, une adaptation devient inévitable. Et sur une planète capable de produire la vie, cette adaptation ne peut venir que du vivant lui-même. C'est dans cette tension silencieuse, entre la nécessité de l'or et la fatigue accumulée, que se prépare la décision la plus lourde de conséquences, celle qui transformera une longue extraction en un projet entièrement nouveau, dont les effets se feront sentir bien au-delà des poussières de la Terre primitive. Les tablettes sumériennes ne décrivent jamais un moment précis où tout bascule. Elles ne signalent pas une date, ni un événement unique qui aurait marqué la fin d'un équilibre. Ce qu'elles montrent, au contraire, c'est une lente accumulation. Une fatigue qui ne se manifeste pas par des cris, mais par des ajustements de plus en plus fréquents. Des cycles de travail rallongés, des périodes de repos raccourcies, une tension diffuse qui s'installe dans l'organisation même de la mission. Le travail d'extraction, déjà lourd, devient progressivement insoutenable. Non parce que la Terre résiste davantage, mais parce que ceux qui y œuvrent atteignent les limites de ce qu'ils peuvent supporter sur une durée prolongée. Les tablettes parlent de corps usés, non au sens dramatique, mais comme on parlerait d'un outil soumis à une pression constante. L'usure est mesurable, elle s'accumule. Elle ne disparaît pas avec le temps. Les Anunnaki, chargés des tâches les plus exigeantes, ne sont pas présentés comme faibles ou défaillants. Ils remplissent leurs fonctions aussi longtemps que possible. Mais la mission, pensée initialement comme temporaire, s'étire bien au-delà de ce qui avait été prévu. Le retour vers le ciel se fait attendre. Les cycles s'allongent. La Terre, stable mais étrangère, devient un lieu de présence quasi permanente. Ce glissement de temporalité est essentiel. Les tablettes laissent entendre que le travail aurait été supportable sur une durée limitée. C'est sa prolongation indéfinie qui le rend problématique. Une tâche répétitive, même maîtrisée, finit par peser lorsqu'elle ne laisse entrevoir aucune fin claire. Ce n'est pas la difficulté du travail qui pose problème, mais son absence de conclusion. Les textes évoquent alors des réunions, des assemblées, des moments où ceux qui travaillent expriment leur fatigue. Ces échanges ne sont pas décrits comme des conflits violents. Il n'y a pas de rupture brutale. Il y a une demande, une reconnaissance explicite que la situation ne peut pas durer indéfiniment. Le travail tel qu'il est organisé atteint un point de saturation. Ce qui est frappant dans ces récits, c'est la manière dont cette fatigue est prise en compte. Elle n'est pas ignorée, elle n'est pas punie. Elle devient un élément à intégrer dans la réflexion collective. Les Anunnaki semblent conscients qu'une organisation qui ne tient pas compte de ses propres limites court à l'effondrement. La question n'est pas de savoir si le travail doit continuer, mais comment. La Terre, jusque-là perçue comme un lieu d'exploitation et d'observation, devient alors un facteur central dans cette réflexion. Non pas comme une cause du problème, mais comme une partie de la solution potentielle. Les tablettes suggèrent que les Anunnaki commencent à regarder différemment ce qui les entoure. La planète n'est plus seulement un support passif, elle devient une source de possibilités. Cette prise de conscience ne se fait pas en un instant.
Elle résulte d'une comparaison silencieuse. Les Anunnaki observent la vie locale, ses cycles, sa capacité à se renouveler sans intervention extérieure constante. Ils constatent que certains organismes accomplissent, sans plainte ni lassitude apparente, des tâches répétitives sur des durées immenses. Cette observation n'est pas formulée comme une envie ou une jalousie. Elle est notée, analysée, intégrée. Le contraste devient de plus en plus évident. D'un côté, des êtres venus du ciel, capables de grandes réalisations, mais soumis à l'usure sur le long terme. De l'autre, une vie terrestre simple mais remarquablement adaptée à la répétition et à l'effort continu. Les tablettes ne présentent pas cette comparaison comme une hiérarchie. Elles la décrivent comme une complémentarité possible. C'est à ce moment que le travail cesse d'être simplement une contrainte logistique. Il devient un problème conceptuel. Comment poursuivre une mission exigeante sur une planète étrangère sans épuiser ceux qui l'accomplissent ? Comment maintenir un rendement stable sans sacrifier l'équilibre interne de l'organisation ? Les solutions traditionnelles semblent insuffisantes. Augmenter l'effort ne ferait qu'accélérer l'usure. Les textes laissent entendre que certaines propositions sont écartées. Abandonner la mission n'est pas envisageable. Réduire l'extraction compromettrait l'objectif initial. Repartir sans avoir achevé ce pourquoi la Terre a été choisie serait un échec. Chaque option est pesée, mesurée, puis rejetée si elle ne répond pas aux contraintes réelles. Dans ce contexte, la vie terrestre commence à apparaître comme une variable nouvelle, non pas comme un remplacement total, mais comme un soutien, une force capable d'absorber une partie du travail le plus répétitif, le plus long, celui qui use sans apporter de satisfaction. Les tablettes restent prudentes dans leur formulation. Elles n'emploient jamais un langage de domination absolue. Elles parlent de partage de charges, de délégation, de répartition différente des tâches. Cette prudence est révélatrice. Intervenir sur le vivant n'est pas une décision anodine. Les Anunnaki semblent conscients que modifier des formes de vie locales implique des conséquences imprévisibles. La Terre n'est pas un environnement inerte. Elle réagit. Elle conserve des traces. Toute intervention laisse une empreinte qui peut se transmettre, évoluer, échapper au contrôle initial. Les discussions évoquées dans les tablettes reflètent cette hésitation. Certains mettent en avant la nécessité immédiate. D'autres soulignent les risques à long terme. Le travail est insoutenable, mais la solution envisagée est lourde de conséquences. Ce dilemme traverse les textes sans être tranché brutalement. Il s'étire comme si la décision devait mûrir lentement. Pendant ce temps, le travail continue. L'extraction se poursuit. La poussière s'accumule, la fatigue s'aggrave. Cette continuité renforce l'urgence même si elle n'est jamais exprimée comme telle. Plus le temps passe, plus l'organisation se rapproche d'un point où l'inaction devient impossible. Ne rien changer serait accepter une dégradation progressive. Les tablettes décrivent alors une phase d'observation intensifiée. Les Anunnaki étudient de plus près la matière vivante terrestre, non pas dans un esprit de création mythique, mais avec une attention méthodique. Ils observent les structures, les capacités d'adaptation, les limites. Ils cherchent à comprendre comment la vie terrestre supporte ce que leur propre organisation peine à endurer. Ce regard nouveau transforme la perception de la planète. La Terre n'est plus seulement riche en ressources minérales, elle est riche en processus. Elle sait produire des formes capables de s'ajuster à des environnements difficiles. Cette capacité devient centrale dans la réflexion. Le travail, devenu insoutenable pour ceux qui venaient du ciel, pourrait être réparti différemment si une nouvelle forme intermédiaire existait. Les tablettes ne décrivent pas encore cette forme. Elles s'arrêtent à l'idée. Une possibilité, une hypothèse. Mais cette hypothèse s'impose avec une force croissante. À mesure que les limites sont atteintes, l'adaptation devient la seule voie viable. Le travail, en révélant son caractère insoutenable, agit comme un catalyseur. Ainsi, ce moment n'est pas une rupture spectaculaire, mais un basculement silencieux. Le travail cesse d'être simplement une tâche à accomplir. Il devient un signal, un indicateur que l'organisation actuelle doit évoluer. Et sur une planète où la vie a déjà démontré sa capacité à porter des charges immenses sur des durées inconcevables, la direction que prendra cette évolution semble de plus en plus difficile à éviter. La question n'est alors plus de savoir si une intervention sur le vivant aura lieu, mais sous quelle forme et jusqu'où elle ira. Et tandis que cette question s'installe au cœur des décisions, une autre commence à émerger, plus discrète encore. Si une solution est trouvée dans la matière vivante de la Terre, que deviendra cette solution une fois le travail accompli,
et quelle trace laissera-t-elle dans le silence du temps à venir? Les tablettes sumériennes suggèrent que la décision la plus déterminante de toute cette histoire n'a pas été prise sur la Terre elle-même. Elle n'est pas née dans la poussière des sites d'extraction, ni dans la fatigue accumulée des travailleurs. Elle a mûri ailleurs, dans un espace distant, relié à la Terre mais non soumis à ses contraintes quotidiennes. Ce détail discret mais constant revient à plusieurs reprises dans les textes, comme pour rappeler que la planète n'était qu'un maillon d'un ensemble plus vaste. Les Anunnaki présents sur Terre ne semblent pas avoir agi seuls. Ils observent, rapportent, analysent, mais la validation finale vient d'un lieu qui n'est jamais décrit en détail. Les tablettes parlent d'assemblées lointaines, de délibérations prolongées, de décisions qui prennent du temps à redescendre vers la surface terrestre. Ce délai est significatif. Il indique que la solution envisagée dépasse le cadre local. Elle engage plus que la simple réussite d'une mission. Ce que les textes laissent entendre, c'est que la fatigue observée sur Terre n'était qu'un symptôme. Le problème réel concernait la viabilité à long terme de l'ensemble du système. La Terre était stable, riche, exploitable, mais la méthode employée montrait ses limites. Continuer ainsi aurait nécessité un renouvellement constant des équipes, des allers-retours coûteux, une mobilisation croissante de ressources extérieures. La décision à venir devait donc répondre à une contrainte plus large que celle du travail quotidien. Dans ces récits, la distance joue un rôle central. Elle n'est pas seulement géographique, elle est conceptuelle. Ceux qui décident ne sont pas immergés dans la poussière. Ils ne ressentent pas directement l'usure. Leur regard est plus large, plus froid, mais aussi plus stratégique. Ils évaluent les conséquences à long terme, les risques systémiques, les dérives possibles. Cette distance explique le temps pris avant toute validation. Les tablettes ne décrivent pas ces débats comme conflictuels. Il n'y a pas de camp opposé, pas de lutte ouverte, il y a une tension entre prudence et nécessité. Modifier la vie locale représente un seuil inédit. Jusqu'ici, les interventions sur Terre avaient été matérielles, organisationnelles, limitées à la surface et aux profondeurs minérales. Toucher au vivant, c'est entrer dans un domaine où les effets peuvent se transmettre, se transformer, échapper au contrôle initial. Ce point semble avoir pesé lourdement dans la décision. Les textes évoquent la notion de trace, sans toujours la nommer clairement. Toute intervention sur la vie laisse une empreinte. Une modification introduite aujourd'hui peut se manifester différemment demain. Les Anunnaki semblent conscients que créer une forme intermédiaire, même fonctionnelle, pourrait produire des conséquences inattendues sur de longues durées. C'est précisément cette conscience qui rend la décision encore plus remarquable. Si elle était finalement prise, ce n'est pas par ignorance ou par négligence, mais malgré la connaissance des risques. La situation sur Terre, combinée aux contraintes plus larges du système, rend l'option inévitable. Les tablettes suggèrent que toutes les alternatives ont été examinées. Aucune ne répondait aussi efficacement à l'ensemble des exigences. La décision, une fois prise, ne descend pas sur Terre comme un ordre brutal. Elle arrive progressivement, sous forme d'orientation, de permissions conditionnelles, de cadres VTT à respecter. Les Anunnaki présents sur place ne reçoivent pas une instruction simplifiée, ils reçoivent une responsabilité, celle de mettre en œuvre une solution délicate, dans un environnement vivant avec des conséquences durables. Cette manière de procéder est révélatrice. Elle montre que la création à venir n'est pas envisagée comme un simple outil jetable. Même si sa fonction première était le travail, elle doit être stable, viable, capable de se maintenir sans surveillance constante. La décision prise loin de la Terre intègre déjà cette exigence. Il ne s'agit pas d'une solution provisoire, mais d'une adaptation structurelle. Les tablettes évoquent également des limites imposées par cette décision. La nouvelle forme ne devra pas posséder certaines capacités. Elle devra être restreinte dans sa compréhension globale. Son champ d'action devra être circonscrit. Ces précautions témoignent d'une volonté de contrôle, mais aussi d'une reconnaissance implicite du potentiel du vivant. Ce qui est créé pourrait évoluer. Il faut donc anticiper cette évolution. Ce cadre posé depuis l'extérieur influence profondément la manière dont le projet est abordé sur Terre. Les Anunnaki locaux cessent d'observer la vie terrestre de manière abstraite. Leur regard devient plus ciblé. Ils cherchent des formes compatibles, des structures adaptables, des modèles qui pourraient être combinés sans provoquer de rupture immédiate. L'observation se transforme en préparation. La distance entre le lieu de décision et le lieu d'exécution crée aussi un décalage subtil. Ceux qui mettent en œuvre le projet sont conscients qu'ils porteront les conséquences directes,
tandis que ceux qui ont validé la décision resteront éloignés. Cette asymétrie n'est jamais explicitement critiquée dans les tablettes, mais elle affleure dans certains passages comme une tension silencieuse. La responsabilité est partagée, mais différemment vécue. À mesure que la décision s'incarne dans des actions concrètes, la Terre change encore de statut. Elle n'est plus seulement un site d'exploitation ou un laboratoire potentiel. Elle devient le lieu où une décision cosmique prend forme matérielle. Ce qui était débattu dans la distance va désormais s'inscrire dans l'argile, dans le vivant, dans la continuité biologique de la planète. Les tablettes ne décrivent pas ce moment comme solennel. Il n'y a pas de proclamation, pas de rituel spectaculaire. La décision se manifeste par une série d'actes discrets, méthodiques, des préparations, des essais, des ajustements. Cette discrétion renforce l'impression d'un processus réfléchi, presque administratif, malgré son ampleur. Ce choix pris loin de la Terre marque une rupture irréversible. Une fois engagé, il ne sera plus possible de revenir en arrière sans conséquences majeures. Introduire une nouvelle forme de vie consciente, même limitée, modifie à jamais l'équilibre d'une planète. Les Anunnaki semblent en être pleinement conscients, et pourtant ils avancent. Ce paradoxe traverse silencieusement les tablettes. Une décision rationnelle, prise pour résoudre un problème concret, ouvre la voie à des transformations dont personne ne peut mesurer entièrement la portée. La distance qui a permis la réflexion devient aussi un voile. Ce qui se passera sur Terre, une fois la solution mise en œuvre, échappera en partie à ceux qui l'ont décidé. Alors que les préparatifs s'intensifient, une question demeure en suspens, jamais formulée explicitement, mais présente entre les lignes. Si la décision a été prise loin de la Terre pour répondre à une nécessité immédiate, comment ces conséquences seront-elles perçues lorsque la distance, le temps et l'évolution auront transformé ce qui n'était au départ qu'une solution pragmatique en une nouvelle forme de présence sur la planète ? Lorsque la décision atteint enfin la Terre, elle ne se présente pas comme une rupture brutale, mais comme une orientation nouvelle, presque discrète. Les tablettes sumériennes ne parlent pas d'un moment spectaculaire où tout change. Elles décrivent plutôt un glissement lent dans la manière de penser le problème. Le travail n'est plus seulement une question d'effort à répartir, il devient une question de structure. Et dans cette structure, la matière vivante apparaît comme une réponse possible. Ce choix peut sembler étrange à première vue, mais dans le contexte décrit par les tablettes, il s'inscrit dans une logique rigoureuse. La Terre a démontré sa capacité à produire des formes résistantes, adaptables, capables de fonctionner dans des environnements contraignants sans supervision constante. La vie terrestre, bien qu'encore simple dans son organisation consciente, possède une endurance que même les Anunnaki peinent à maintenir sur le long terme. Cette endurance devient alors une donnée technique. Les textes insistent sur le fait que la matière vivante n'est pas envisagée comme une entité sacrée ou mystérieuse. Elle est observée, comparée, analysée. Les Anunnaki semblent fascinés non par la complexité visible, mais par la capacité du vivant à se maintenir, à se réparer, à se reproduire avec une efficacité remarquable. Là où les structures artificielles nécessitent une maintenance constante, la vie se régule d'elle-même. Ce regard transforme profondément la manière dont la planète est perçue. La Terre n'est plus seulement un réservoir de ressources ou un terrain d'opération. Elle devient une source de solutions intégrées. La matière vivante offre ce que les autres approches ne peuvent fournir, une continuité, une capacité à transmettre une fonction sans intervention permanente. Cette qualité devient centrale dans la réflexion. Les tablettes suggèrent que cette idée n'est pas accueillie sans réserve. Modifier le vivant implique une incertitude irréductible. Contrairement aux outils ou aux structures, les organismes évoluent. Ils réagissent. Ils changent avec le temps. Introduire une modification, même ciblée, revient à accepter que cette modification puisse se transformer, se diffuser, produire des effets non anticipés. Cette incertitude est pleinement reconnue. Pourtant, les contraintes accumulées rendent cette option de plus en plus difficile à écarter. Le travail reste à accomplir. Les limites physiques des Anunnaki sont atteintes. La distance avec le lieu d'origine rend tout renfort complexe. La matière vivante, malgré ses risques, offre une solution qui s'inscrit dans la durée. Elle peut porter une fonction sur des générations entières sans intervention directe. Les textes décrivent alors une phase d'étude approfondie du vivant terrestre. Les Anunnaki observent des formes capables de manipuler la matière, de se déplacer, de coopérer de manière rudimentaire. Ils ne cherchent pas une conscience élaborée. Ils cherchent une base, un support biologique suffisamment stable pour recevoir une modification ciblée.
Cette recherche est méthodique, patiente, presque clinique. La notion de combinaison apparaît progressivement. Il ne s'agit pas de créer une forme entièrement nouvelle à partir de rien. Il s'agit de mélanger, d'ajuster, d'introduire une capacité spécifique dans une structure déjà existante. Les tablettes parlent de mélange, de façonnage, de modelage. Ces termes ont souvent été interprétés comme symboliques, mais dans le contexte global, ils renvoient à un processus concret. La matière vivante est perçue comme malléable, mais pas indéfiniment. Les Anunnaki semblent conscients qu'il existe des seuils à ne pas franchir. Une modification trop radicale rendrait la forme instable. Une intervention trop légère serait inefficace. Le défi consiste à trouver un équilibre. Introduire suffisamment de capacités pour accomplir le travail sans déclencher une évolution incontrôlable. Cette recherche d'équilibre se reflète dans le langage des tablettes. Les descriptions deviennent plus prudentes, plus nuancées. Les échecs sont mentionnés sans détour. Certaines combinaisons ne fonctionnent pas. Certaines formes ne survivent pas. D'autres ne remplissent pas la fonction attendue. Ce langage de l'essai et de l'erreur est frappant par sa sobriété. Il ne cherche pas à masquer les difficultés. La matière vivante, dans ce cadre, n'est pas idéalisée. Elle est exigeante. Elle impose ses propres contraintes. Elle réagit parfois de manière imprévisible. Mais elle offre aussi une souplesse inégalée. Là où une structure artificielle casse ou s'use, le vivant s'adapte. Il modifie son comportement, il trouve des solutions locales. Cette capacité devient un atout décisif. Ce point est essentiel. La matière vivante, une fois modifiée, ne peut pas être simplement arrêtée ou démontée. Elle continue d'exister, elle se reproduit, elle transmet. Les Anunnaki semblent pleinement conscients de cette réalité. Leur approche vise donc à créer une forme suffisamment dépendante, suffisamment intégrée dans le système de travail pour ne pas développer une autonomie incontrôlée à court terme. Les textes ne décrivent pas cette démarche comme une transgression morale. Ils la présentent comme une adaptation nécessaire. Dans leur cadre de pensée, utiliser la matière vivante comme solution technique n'est pas fondamentalement différent de l'utilisation d'un autre processus naturel. La Terre produit la vie. Orienter cette production devient une extension logique de l'exploitation des ressources. Pourtant, malgré cette rationalité, une tension demeure. La matière vivante n'est pas inerte. Elle réagit à son environnement. Elle développe des comportements, elle conserve des traces. Les tablettes laissent entendre que cette dimension n'est jamais totalement maîtrisée. Même avec toutes les précautions prises, une part d'incertitude subsiste. Cette incertitude n'empêche pas l'avancée du projet. Au contraire, elle impose une vigilance constante. Les Anunnaki multiplient les observations, les ajustements, les corrections. Ils ne cherchent pas la perfection immédiate. Ils cherchent une stabilité suffisante, une forme capable de fonctionner, de durer, de s'intégrer dans le paysage terrestre sans provoquer de rupture immédiate. À mesure que cette phase progresse, la frontière entre solutions techniques et entités vivantes devient de plus en plus floue. La matière vivante, initialement envisagée comme un support, commence à montrer des comportements émergents, des réactions non prévues, des capacités d'apprentissage rudimentaires. Les tablettes mentionnent ces phénomènes sans les développer, comme si leur importance n'était pas encore pleinement comprise. Ce glissement est subtil mais décisif. La solution technique commence à acquérir une dynamique propre. Elle n'est plus seulement un outil façonné, elle devient un acteur potentiel. Les Anunnaki semblent en être conscients, mais ils poursuivent néanmoins. Le travail doit continuer. Les contraintes restent inchangées. Revenir en arrière n'est plus une option simple. Ainsi, la matière vivante, choisie pour sa capacité à porter une fonction sur le long terme, s'impose comme le cœur du projet. Elle offre une réponse là où toutes les autres ont échoué. Mais elle introduit aussi une complexité nouvelle, irréversible. Une solution qui vit, qui évolue, qui conserve une mémoire silencieuse de son origine. Et tandis que cette solution prend forme dans l'argile et le vivant de la Terre, une question commence à se dessiner, encore vague, encore lointaine. Si une matière vivante est capable d'accomplir le travail pour lequel elle a été conçue, que se passera-t-il lorsque ce travail ne sera plus nécessaire, et que restera-t-il de cette solution une fois libérée de sa fonction initiale ? Les tablettes sumériennes abordent la phase suivante avec une retenue presque déroutante. Après de longues observations, des essais prudents et des ajustements répétés, le moment arrive où la matière vivante cesse d'être une hypothèse. Elle devient une réalisation. Pourtant, cette naissance n'est pas décrite comme un acte solennel ou spectaculaire.
Elle s'inscrit dans la continuité des décisions précédentes, comme l'aboutissement logique d'un raisonnement prolongé. L'être qui émerge de ce processus n'est pas conçu comme une fin en soi. Il est pensé comme un intermédiaire, ni pleinement terrestre, ni entièrement issu de ceux qui viennent du ciel. Les tablettes utilisent un langage précis pour décrire cette position. Il ne s'agit pas d'un égal, ni d'un simple animal. C'est une forme nouvelle située entre deux ordres, créée pour combler un écart fonctionnel. Les textes évoquent la matière première avec insistance. L'argile revient souvent non comme une image poétique, mais comme une substance réelle, humide, malléable, associée à la capacité de la terre à générer la vie. Cette argile est façonnée, mélangée, modifiée. Elle reçoit quelque chose qui ne vient pas de la planète. Une empreinte, une information. Les tablettes restent volontairement vagues sur la nature exacte de cet ajout, comme si le décrire dépassait les capacités du langage disponible. Ce qui est clair, en revanche, c'est l'intention. L'être intermédiaire doit être capable d'accomplir des tâches répétitives, de comprendre des instructions simples, de fonctionner dans un environnement contraignant sans nécessiter une supervision constante. Il n'est pas destiné à contempler le ciel ou à interroger son origine. Il est conçu pour agir, pour transformer, pour soutenir l'effort là où il devenait insoutenable. Les tablettes mentionnent plusieurs tentatives. Toutes ne sont pas concluantes. Certaines formes ne survivent pas. D'autres ne remplissent pas la fonction attendue. Ce processus d'essai et d'erreur est décrit avec une sobriété remarquable. Il n'y a ni regret ni exaltation. Chaque tentative est une étape. Chaque échec apporte une information. Cette approche méthodique renforce l'impression d'un projet technique, non mythologique. À mesure que les essais progressent, une forme plus stable apparaît. Elle présente les qualités recherchées. Elle peut se tenir, se déplacer, manipuler. Elle réagit à son environnement. Elle apprend par répétition. Les tablettes ne parlent pas encore de conscience au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elles évoquent plutôt une capacité d'attention, une faculté de suivre des modèles, de reproduire des gestes. Cet être intermédiaire est profondément lié à la Terre. Sa matière est terrestre, son fonctionnement dépend des cycles locaux. Il se nourrit de ce que la planète offre. Il s'inscrit dans les rythmes du jour et de la nuit. Cette intégration est essentielle. Elle garantit une autonomie relative. L'être créé n'a pas besoin d'un apport constant venu du ciel. Il peut se maintenir par lui-même tant que son environnement reste stable. Dans le même temps, l'empreinte venue d'ailleurs introduit une différence, une capacité supplémentaire, une forme de compréhension limitée, mais suffisante pour accomplir des tâches complexes. Les tablettes suggèrent que cette empreinte n'est pas une conscience complète, mais un modèle, une structure permettant l'apprentissage, la mémorisation, la transmission de gestes et de règles. Ce point est crucial. L'être intermédiaire n'est pas conçu comme un individu isolé, mais comme un type, une forme reproductible. Les textes évoquent rapidement la question de la multiplication. Une solution unique serait insuffisante. Il faut une continuité, une lignée capable de se renouveler sans intervention directe. Cette capacité de reproduction est intégrée dès les premières phases comme une condition essentielle du projet. Les tablettes ne décrivent pas cette reproduction comme un miracle. Elle est présentée comme une extension des processus déjà observés dans la vie terrestre. La nouveauté réside dans la combinaison, pas dans l'invention d'un mécanisme entièrement nouveau. Cette approche minimise les risques et favorise la stabilité. L'être intermédiaire s'inscrit dans le vivant sans rompre totalement avec lui. À mesure que ces êtres se multiplient, leur présence modifie subtilement le paysage. Ils travaillent, ils déplacent des matières, ils participent à l'extraction. Leur efficacité soulage immédiatement la charge qui pesait sur les Anunnaki. Les tablettes notent ce changement sans emphase. Le travail devient plus soutenable. Les tensions s'apaisent. L'organisation retrouve une forme d'équilibre. Pourtant, cette réussite technique n'est pas exempte de questions. Les textes laissent entendre une surveillance constante de ces êtres intermédiaires. Leur comportement est observé, leurs réactions sont notées. Toute variation est examinée. Cette vigilance révèle une inquiétude latente. Même limitée, la capacité d'apprentissage introduit une dynamique imprévisible. Les tablettes mentionnent des ajustements, des restrictions. Certaines capacités sont volontairement limitées. L'attention est canalisée vers le travail. Les interactions sont contrôlées. Cette gestion fine vise à éviter l'émergence d'une autonomie excessive. L'être intermédiaire doit rester une solution, non devenir un problème. Malgré ces précautions, des signes apparaissent, discrets mais persistants.
Les êtres intermédiaires commencent à développer des comportements qui ne sont pas directement liés à leur fonction. Des formes d'imitation, des regroupements, une transmission spontanée de gestes qui n'ont pas été explicitement enseignés. Les tablettes notent ces phénomènes sans les interpréter pleinement. Ce glissement est lent. Il ne déclenche pas de réaction immédiate. La priorité reste le travail. Tant que la fonction est remplie, les variations sont tolérées. Les Anunnaki semblent considérer ces comportements comme des effets secondaires acceptables, voire inévitables. La matière vivante, même orientée, conserve une part de liberté. L'être intermédiaire, conçu pour soulager une contrainte, commence ainsi à exister au-delà de sa fonction initiale. Non pas comme un sujet conscient de lui-même, mais comme une forme capable de développer des habitudes, des préférences rudimentaires, une mémoire collective embryonnaire. Cette évolution n'est pas planifiée, mais elle est observée. Les tablettes ne décrivent pas de réaction de panique ou de rejet. Elles enregistrent simplement le fait que la solution fonctionne, mais qu'elle n'est pas figée. Elle évolue. Elle s'inscrit dans le temps long de la planète. Ce qui a été créé pour répondre à un problème précis commence à produire des effets qui dépassent ce problème. À ce stade, l'être intermédiaire remplit pleinement sa fonction. Le travail redevient supportable. L'organisation se stabilise. Les Anunnaki peuvent se retirer partiellement des tâches les plus lourdes. Le projet tel qu'il a été conçu est un succès. Mais ce succès porte en lui une question silencieuse. Si une forme vivante, créée comme intermédiaire, commence à développer des capacités non prévues, que deviendra-t-elle lorsque la mission qui a justifié sa création prendra fin, et comment cette évolution, amorcée presque imperceptiblement, transformera-t-elle le rapport entre ceux qui viennent du ciel et ceux qui, désormais, travaillant sur la Terre en leur absence partielle? Les tablettes sumériennes abordent cette phase avec une attention nouvelle, presque prudente, comme si le récit lui-même ralentissait. L'être intermédiaire existe désormais. Il travaille, se reproduit, se maintient dans l'environnement terrestre sans intervention constante. La solution technique fonctionne. Et pourtant quelque chose commence à émerger, non pas dans les gestes visibles, mais dans la durée. Une continuité, une persistance qui dépasse la simple fonction. Les textes suggèrent que ce qui a été transmis à cet être ne se limite pas à une capacité de travail. Il y a une mémoire. Pas une mémoire consciente, formulée, mais une empreinte plus profonde. Une organisation interne qui conserve des informations, les reproduit, les adapte. Cette mémoire n'est pas enseignée comme un savoir. Elle est intégrée dès l'origine, inscrite dans la matière même de l'être. L'argile, souvent mentionnée, prend ici une signification particulière. Elle n'est plus seulement la substance de base, mais le support d'une inscription durable. Les tablettes ne parlent pas d'écriture, mais de modèle. Une structure interne qui guide le développement, la reconnaissance de forme, la répétition de comportements. Cette structure agit sans être perçue. Elle oriente sans se montrer. Ce que les Anunnaki semblent avoir implanté n'est pas une connaissance explicite, mais une capacité à organiser l'expérience, à distinguer, à retenir, à transmettre. Cette capacité est limitée, encadrée, mais elle suffit à créer une continuité d'apprentissage. L'être intermédiaire ne recommence pas chaque jour à partir de rien. Il accumule, lentement, silencieusement. Les tablettes laissent entendre que cette mémoire est héritée. Elle se transmet de génération en génération sans intervention directe. Chaque nouvelle forme naît déjà orientée. Elle n'a pas besoin d'un enseignement long pour comprendre sa place dans l'organisation du travail. Cette transmission réduit encore la nécessité de supervision. La solution devient autonome dans sa répétition. Mais cette autonomie a un effet secondaire. Une mémoire transmise n'est jamais parfaitement stable. Elle se modifie légèrement à chaque passage. Des variations apparaissent, des différences minimes dans la manière d'accomplir une tâche, d'interagir avec l'environnement, de réagir à des situations nouvelles. Ces variations ne sont pas immédiatement problématiques. Elles sont à peine perceptibles. Mais elles s'accumulent. Les tablettes mentionnent cette accumulation sans l'analyser en profondeur. Elles constatent simplement que les êtres intermédiaires ne sont jamais tout à fait identiques à ceux qui les ont précédés. Une adaptation se produit. La mémoire implantée, conçue pour stabiliser la fonction, devient aussi un vecteur de changement. Ce paradoxe n'est pas souligné, mais il traverse silencieusement le récit. À mesure que le temps passe, la mémoire cesse d'être uniquement liée au travail. Elle commence à intégrer des éléments de l'environnement, des cycles, des repères,
des régularités qui n'ont pas été explicitement programmées. L'être intermédiaire apprend à anticiper non seulement les tâches, mais certains événements naturels. Cette anticipation améliore son efficacité, mais elle élargit aussi son champ de perception. Les Anunnaki observent ces évolutions avec attention. Les tablettes évoquent des phases de surveillance renforcées. Des ajustements sont tentés, certaines limitations sont renforcées. Mais la mémoire, une fois intégrée dans la reproduction, ne peut pas être retirée sans déstabiliser l'ensemble. Ce qui a été implanté devient une base irréversible. Il est important de noter que les textes ne décrivent jamais cette mémoire comme une erreur. Elle est le résultat logique de la solution choisie. Pour qu'un être vivant remplisse une fonction sur le long terme, il doit se souvenir. Il doit reconnaître des modèles. Il doit apprendre de ses interactions. Supprimer totalement cette capacité rendrait la solution inefficace. La mémoire est donc à la fois un outil et une ouverture. Les tablettes laissent entendre que les Anunnaki ont accepté cette ouverture, au moins dans un premier temps. Tant que la mission est remplie, tant que l'équilibre général est maintenu, les variations sont tolérées. La mémoire implantée ne remet pas en cause l'organisation globale, elle la rend plus souple, plus résiliente. Cependant, un changement subtil s'opère dans la relation entre les Anunnaki et les êtres intermédiaires. Ceux-ci ne sont plus seulement observés comme des unités fonctionnelles, ils deviennent des populations, des groupes avec des comportements légèrement différenciés selon les régions, les conditions, les tâches assignées. Cette différenciation est un signe de stabilité, mais aussi de diversification. Les tablettes notent également l'apparition de comportements non directement liés au travail, des gestes répétés sans fonction immédiate, des regroupements spontanés, des transmissions qui ne concernent pas uniquement l'efficacité. Ces phénomènes sont discrets mais persistants. Ils indiquent que la mémoire implantée commence à être utilisée au-delà de son objectif initial. Ce glissement n'est pas interprété comme une menace immédiate. Il est observé, consigné, mais rarement commenté. Les Anunnaki semblent considérer que toute solution vivante évolue. Tant que cette évolution ne compromet pas la mission, elle reste acceptable. La priorité demeure l'équilibre global, non le contrôle absolu de chaque détail. La mémoire implantée agit alors comme une graine. Elle ne contient pas un contenu précis, mais une capacité. Une ouverture à l'accumulation d'expériences. Cette capacité, combinée à la reproduction et à la durée, crée les conditions d'une transformation lente, presque invisible à l'échelle d'une génération. Les tablettes ne parlent pas encore d'identité ni de conscience de soi, mais elles décrivent une reconnaissance. Les êtres intermédiaires commencent à distinguer ce qui leur est familier de ce qui ne l'est pas. Ils réagissent différemment aux Anunnaki qu'à leur environnement immédiat. Cette différenciation est un signe précoce d'une structuration interne plus complexe. Les Anunnaki, de leur côté, commencent à réduire leur présence directe. Le travail est assuré, la mémoire implantée permet une continuité sans intervention constante. La surveillance reste, mais elle devient plus distante. Cette distance laisse davantage d'espace à l'évolution interne des êtres intermédiaires. La mémoire, conçue conçue comme un outil de stabilité, devient alors un facteur de transformation. Elle permet l'émergence de comportements nouveaux, non planifiés, mais cohérents. Des habitudes se forment, des préférences locales apparaissent, une relation plus profonde avec la Terre se développe, ancrée dans la répétition et la transmission. Ce processus est lent, presque imperceptible dans le récit. Les tablettes ne marquent pas de rupture nette. Elles enregistrent simplement une continuité qui s'enrichit. L'être intermédiaire reste fonctionnel, mais il commence à exister au-delà de sa fonction. La mémoire implantée agit comme un pont entre l'utilité et l'expérience. Ce pont transforme silencieusement la nature de la solution. Ce qui devait être un support technique devient un vecteur de durée, une forme capable de porter une trace du projet initial bien après que ses auteurs se seront retirés. La mémoire n'est plus seulement un moyen, elle devient un héritage involontaire. À ce stade, une question commence à s'imposer sans être formulée explicitement dans les tablettes. Si une mémoire implantée permet à une forme vivante de remplir une fonction sur le long terme, que se passera-t-il lorsque cette mémoire continuera d'accumuler des expériences après la fin de la mission, et jusqu'où cette accumulation silencieuse transformera-t-elle l'être intermédiaire en quelque chose de fondamentalement nouveau ? Les tablettes sumériennes signalent un changement progressif dans la présence des Anunnaki, sans jamais le présenter comme un départ soudain. Il n'y a pas de rupture nette, pas d'annonce, pas de fin clairement définie.
Leur présence se fait plus espacée, moins constante, presque périphérique. Ils sont encore là, mais différemment. Comme si leur rôle se déplaçait, quittant l'action directe pour une forme de supervision distante. Ce retrait partiel ne semble pas lié à un échec. Au contraire, il intervient à un moment où l'organisation fonctionne. Le travail est assuré. Les êtres intermédiaires remplissent leurs fonctions. La mémoire implantée permet une continuité stable. La solution imaginée loin de la Terre produit les effets attendus. Dans ce contexte, la présence constante des Anunnaki devient moins nécessaire. Les tablettes évoquent des cycles de présence, des périodes où certains Anunnaki descendent, observent, ajustent, puis repartent. Ces allers-retours s'inscrivent dans des rythmes longs, difficilement perceptibles à l'échelle humaine. Pour les générations qui voient ces êtres apparaître puis disparaître, leur présence devient exceptionnelle, presque cérémonielle sans jamais être spectaculaire. Ce caractère intermittent transforme la perception que les êtres intermédiaires ont de ceux qui viennent du ciel. Les Anunnaki ne sont plus des figures quotidiennes, ils deviennent des repères temporels. Leur arrivée marque un changement, une transition, une réorganisation. Leur absence n'est pas vécue comme un abandon, mais comme un état normal. La Terre continue de fonctionner sans eux. Les tablettes notent que cette distance modifie aussi la relation d'autorité. Tant que les Anunnaki étaient présents en permanence, leur rôle était clair, direct, fonctionnel. Avec leur retrait progressif, leur influence devient plus abstraite. Elle se manifeste à travers des règles, des structures laissées en place, des savoirs fragmentés transmis indirectement. Leur autorité cesse d'être incarnée pour devenir systémique. Ce glissement est subtil mais profond. Les êtres intermédiaires commencent à se référer à une absence. Les Anunnaki deviennent des figures du passé récent, puis du passé lointain. Leur image se fige. Ce qui était une interaction vivante devient un souvenir transmis, interprété, parfois simplifié. Les tablettes suggèrent que cette transformation commence bien avant que l'humanité ne se perçoive comme autonome. Les Anunnaki eux-mêmes semblent anticiper ce retrait. Les textes évoquent des transmissions de savoirs pratiques, des règles de fonctionnement inscrites dans la durée, des structures conçues pour survivre à leur absence. Rien n'indique une volonté de disparaître totalement sans laisser de traces. Au contraire, leur départ progressif semble intégré au plan initial. Ce départ n'est pas motivé par un rejet de la Terre. Les tablettes ne parlent pas de désillusion ou de conflits majeurs. Il s'agit plutôt d'un déplacement des priorités. Une fois la mission stabilisée, une présence constante devient inutile, voire risquée. Trop d'interactions directes pourraient perturber l'équilibre atteint. Le retrait devient une forme de précaution. À mesure que les Anunnaki se font plus rares, les êtres intermédiaires occupent davantage l'espace. Ils assurent non seulement le travail, mais aussi l'organisation locale. Des structures de coordination émergent. Non pas par décret, mais par nécessité, la mémoire implantée facilite cette transition. Elle permet la transmission de règles simples, de comportements adaptés, de pratiques efficaces. Les tablettes décrivent cette évolution sans emphase. Elles ne parlent pas de prise de pouvoir, ni de rébellion. Il n'y a pas de rupture violente entre ceux qui partent et ceux qui restent. Il y a une continuité, une délégation progressive. Les Anunnaki cessent d'intervenir dans les détails. Ils laissent les systèmes fonctionner. Ce retrait progressif transforme également la perception du temps. Pour les êtres intermédiaires, la durée s'étend. Ce qui était une mission définie devient un état permanent. La mémoire implantée, combinée à l'absence croissante des Anunnaki, ouvre un espace nouveau. Un espace où l'expérience accumulée n'est plus seulement orientée vers une tâche imposée, mais vers la gestion de l'environnement lui-même. Les tablettes laissent entendre que ce changement n'est pas immédiatement conscientisé, il se produit lentement, sur plusieurs générations. Chaque génération voit un peu moins des Anunnaki. Leur présence devient une histoire racontée, puis une référence symbolique. Leur rôle se transforme. Ils ne sont plus seulement des superviseurs, ils deviennent des origines. Ce passage de la présence à l'origine est décisif. Il marque le moment où la relation directe cède la place à une relation mémorielle. Les Anunnaki commencent à être perçus non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils ont fait. Cette perception prépare le terrain à une relecture de leur rôle, de leur intention, de leur nature même. Les tablettes ne décrivent pas comment les Anunnaki perçoivent cette transformation. Leur point de vue devient plus rare dans les textes. L'accent se déplace vers la Terre, vers ceux qui y vivent désormais en permanence. Cette focalisation reflète un changement de centre. L'histoire cesse d'être celle des visiteurs pour devenir celle de ceux qui restent.
Ce retrait n'est jamais total. Les textes suggèrent des retours ponctuels, des interventions limitées, des ajustements discrets. Mais ces moments deviennent exceptionnels. Ils ne structurent plus le quotidien. Ils agissent comme des corrections, non comme une direction constante. La Terre fonctionne désormais principalement selon des dynamiques internes. Les êtres intermédiaires, dotés d'une mémoire transmise et d'une expérience accumulée, commencent à interpréter le monde à leur manière. Leur compréhension reste limitée, fragmentaire, mais elle s'élargit. L'absence des Anunnaki crée un vide interprétatif. Ce vide sera progressivement comblé par des récits, des symboles, des structures mentales nouvelles. Les tablettes notent cette évolution sans jugement. Elles constatent simplement que ce qui était conçu comme une solution technique a acquis une autonomie temporelle. Les Anunnaki, en se retirant, ont permis cette autonomie. Leur absence devient une condition de l'évolution ultérieure. À ce stade, la Terre n'est plus un avant-poste. Elle devient un monde habité de manière continue par des êtres capables de mémoire, de transmission, d'adaptation. Les Anunnaki ont rempli leur rôle initial. Leur présence n'est plus nécessaire pour maintenir l'équilibre. Mais ce retrait soulève une question silencieuse, que les tablettes laissent en suspens. Si ceux qui venaient du ciel ne restaient jamais longtemps, et si leur absence a permis l'émergence d'une autonomie nouvelle, que se passera-t-il lorsque le souvenir de leur présence s'estompera au point de se transformer en mythe, et comment cette transformation influencera-t-elle la manière dont les êtres restés sur Terre comprendront leur propre origine et leur place dans le monde ? Les tablettes sumériennes suggèrent que le retrait des Anunnaki ne signifie jamais un abandon complet. Même lorsque leur présence devient rare, presque imperceptible, la Terre ne cesse pas d'être observée. Elle est laissée sous surveillance non comme un territoire fragile, mais comme un système dont l'évolution doit être suivie avec attention. Cette nuance est essentielle. Elle marque la différence entre un départ définitif et une mise à distance calculée. La surveillance décrite n'est pas intrusive. Elle ne s'exprime pas par des interventions constantes ni par un contrôle direct du quotidien. Elle se manifeste par des retours ponctuels, des ajustements discrets, parfois même par une simple observation silencieuse. Les tablettes évoquent des signes, des passages, des moments où le ciel semble se rapprocher sans bouleverser la surface terrestre. Ces occurrences ne sont pas expliquées. Elles sont notées comme des rappels d'un lien toujours actif. Cette distance surveillée permet à la Terre de suivre sa propre trajectoire. Les êtres intermédiaires, désormais majoritaires, développent leur structure, leurs habitudes, leur mode d'organisation. La mémoire implantée continue de fonctionner, de se transmettre, de s'enrichir. Mais sans la présence constante des Anunnaki, cette mémoire commence à se recomposer. Elle intègre davantage l'expérience locale que l'origine lointaine. Les tablettes laissent entendre que cette évolution est attendue. Les Anunnaki ne semblent pas surpris par l'autonomisation progressive de la vie terrestre modifiée. Au contraire, la surveillance vise précisément à observer cette transformation. La Terre devient un espace d'évolution indépendante, mais non indifférente. Ce qui s'y développe intéresse toujours ceux qui viennent du ciel, même à distance. Les textes évoquent des seuils, des moments où l'évolution pourrait prendre une direction problématique. La surveillance sert alors à détecter ces seuils avant qu'ils ne soient franchis. Pourtant, les tablettes ne décrivent que rarement des interventions directes pour corriger ces trajectoires. La préférence semble aller vers l'observation prolongée, comme si l'évolution devait suivre son cours tant qu'elle ne menaçait pas l'équilibre général. Cette retenue est révélatrice. Elle suggère que les Anunnaki ont conscience des limites de toute intervention. Modifier trop souvent un système vivant perturbe sa stabilité. La surveillance devient donc un outil de compréhension plutôt que de contrôle. Elle permet de savoir, non d'agir systématiquement. À mesure que le temps passe, la Terre développe ses propres rythmes sociaux, culturels, symboliques. Les êtres intermédiaires, devenus progressivement humains, commencent à interpréter le monde à travers des récits. Les Anunnaki, absents la plupart du temps, prennent une place nouvelle dans ces récits. Ils ne sont plus des acteurs quotidiens. Ils deviennent des figures du passé, des origines, des références lointaines. Les tablettes montrent que cette transformation est observée avec intérêt. La manière dont les humains se souviennent des Anunnaki, les interprètent, les transforment en symboles, devient un indicateur de leur évolution cognitive. La surveillance ne porte plus seulement sur le travail accompli, mais sur la manière dont le sens est construit. Ce glissement est fondamental. Il marque le moment où la mission initiale cesse d'être centrale. L'extraction, le travail, l'organisation matérielle passent au second plan. Ce qui est désormais observé,
c'est l'émergence d'une pensée autonome, une capacité à expliquer le monde sans référence directe à ceux qui l'ont façonné. Les Anunnaki semblent accepter cette transformation. Les tablettes ne suggèrent pas de tentative pour corriger les récits humains ou pour rétablir une version exacte des événements passés. La surveillance n'a pas pour objectif de préserver une vérité historique. Elle vise à suivre l'évolution globale, à s'assurer que l'équilibre reste viable. Cette attitude soulève une question implicite. Pourquoi laisser les récits se transformer, au risque de perdre toute précision sur l'origine réelle? Les tablettes ne donnent pas de réponse explicite, mais elles laissent entendre que l'exactitude n'est pas toujours la priorité. Ce qui compte, c'est la stabilité du système, non la fidélité du souvenir. À mesure que les générations humaines se succèdent, la surveillance devient presque invisible. Les signes se raréfient. Les interventions, si elles existent encore, sont trop discrètes pour être interprétées comme telles. La Terre semble livrée à elle-même, alors qu'elle reste observée depuis une distance que les humains ne perçoivent plus. Cette invisibilité renforce l'autonomie humaine. Privée de repères directs, l'humanité développe ses propres structures de sens, ses propres hiérarchies, ses propres explications du monde. La mémoire implantée continue de fonctionner, mais elle est désormais recouverte de couches culturelles nouvelles. L'origine se dilue dans l'interprétation. Les tablettes suggèrent que cette dilution n'est pas un échec. Elle fait partie du processus. Une forme de vie capable de se gouverner elle-même doit aussi être capable de se raconter sa propre histoire, même si cette histoire s'éloigne des faits initiaux. La surveillance vise alors à observer jusqu'où cette capacité peut aller sans provoquer de rupture majeure. La Terre devient un monde autonome, mais non isolé. Elle continue de faire partie d'un ensemble plus vaste, même si ses habitants n'en ont plus conscience. La surveillance maintient ce lien invisible. Elle garantit que si un déséquilibre majeur survenait, il serait perçu. Les tablettes ne décrivent pas ce qui déclencherait une intervention directe à ce stade. Elles restent silencieuses sur les critères exacts. Ce silence est peut-être intentionnel. Il suggère que certaines limites ne doivent pas être connues de ceux qui vivent sous surveillance. La conscience de l'observation pourrait elle-même modifier l'évolution observée. Ainsi, la planète laissée sous surveillance entre dans une phase nouvelle. Elle n'est plus un site de travail ni un laboratoire actif. Elle devient un espace d'observation à long terme. Un lieu où une solution technique s'est transformée en civilisation autonome. Ce changement de statut est discret mais décisif. Il marque le moment où l'histoire cesse d'être guidée de l'extérieur. Les Anunnaki regardent désormais sans intervenir, laissant la Terre explorer les conséquences de son propre développement. Et dans ce silence surveillé, une question demeure, calme mais persistante. Si la Terre est observée sans être guidée, jusqu'où son évolution peut-elle aller avant de franchir un seuil qui attirerait de nouveau l'attention directe de ceux qui l'ont autrefois façonnée, et que signifierait ce retour pour une humanité qui ne se souvient plus clairement de l'origine de sa propre surveillance? Les tablettes sumériennes deviennent plus fragmentaires à mesure que l'on approche de cette phase. Non parce que les scribes manquent de rigueur, mais parce que le sujet lui-même se dissout dans la distance. Le retrait des Anunnaki, déjà amorcé, s'approfondit jusqu'à devenir presque imperceptible. Ce qui était autrefois une présence espacée devient un silence organisé. Un silence qui n'est pas vide, mais chargé d'intention. Les textes ne décrivent pas un moment précis où les Anunnaki quittent définitivement la Terre. Il n'y a pas de dernière apparition, pas de scène finale. Leur absence s'installe progressivement, au point qu'elle cesse d'être remarquée. Les générations humaines naissent et meurent sans jamais les voir. Leur existence devient une donnée du passé, transmise par des récits de plus en plus stylisés. Ce silence n'est pas présenté comme un abandon. Il ressemble plutôt à une phase d'observation passive, poussée à son extrême. Les Anunnaki ne disparaissent pas parce qu'ils ont échoué, ni parce qu'ils ont été rejetés. Ils se retirent parce que leur intervention n'est plus nécessaire. Le système fonctionne sans eux. La solution qu'ils ont mise en place s'est intégrée dans la dynamique de la planète. Les tablettes suggèrent que ce retrait est volontairement discret. Une présence trop visible continuerait d'influencer l'évolution humaine. Or, l'objectif semble désormais être l'autonomie complète. Pour que la Terre développe sa propre trajectoire, elle doit être laissée seule, du moins en apparence. Le silence devient alors une condition de l'évolution. Ce silence transforme profondément la mémoire humaine. Les Anunnaki cessent d'être perçus comme des acteurs réels pour devenir des figures liminales. Leur image se fragmente.
Certains récits les décrivent comme des enseignants, d'autres comme des juges, d'autres encore comme des créateurs lointains. Cette diversité de représentations reflète l'absence d'expérience directe. Quand la présence disparaît, l'imagination comble les vides. Les tablettes ne condamnent pas cette transformation. Elles l'enregistrent avec une neutralité presque clinique. Pour les scribes, il est naturel que la mémoire se transforme en l'absence de contact. Ce processus n'est pas un échec de transmission, mais une conséquence logique du retrait. À mesure que le temps passe, les références aux Anunnaki deviennent symboliques. Ils ne sont plus décrits pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils représentaient. L'ordre, la loi, l'origine, le lien avec le ciel. Ces abstractions remplacent les détails concrets. La mémoire se simplifie, se condense, se rend transmissible dans un monde où l'expérience directe n'existe plus. Ce silence a également un effet sur la manière dont les humains perçoivent le ciel. Ce qui était autrefois un espace de passage devient un domaine lointain, inaccessible, chargé de mystères. Les cycles célestes continuent d'être observés, mais leur interprétation change. Ils ne sont plus liés à des retours attendus, mais à des forces invisibles. Le ciel se spiritualise à mesure que le lien matériel se rompt. Les tablettes laissent entendre que cette spiritualisation n'est pas une régression, mais une adaptation. Privée d'interaction directe, l'humanité développe des cadres symboliques pour maintenir un lien avec ce qu'elle ne comprend plus. Les Anunnaki, devenus silencieux, fournissent un support à ces constructions mentales. Leur absence nourrit le sens autant que leur présence l'avait autrefois structuré. Le retrait progressif modifie aussi la relation humaine à la Terre. Sans superviseur visible, les humains doivent gérer seuls les équilibres locaux. Ils apprennent par essai, par erreur, par accumulation d'expériences. La mémoire implantée continue de jouer son rôle, mais elle est désormais enrichie par une créativité nouvelle. Des solutions émergent sans référence à une autorité extérieure. Ce processus n'est pas exempt de tensions. Les tablettes évoquent des périodes d'instabilité, des ajustements douloureux, des effondrements locaux. Mais ces événements ne sont pas reliés à une absence fautive des Anunnaki. Ils sont présentés comme des étapes normales dans l'évolution d'un système autonome. Le silence n'est pas une protection, il est une exposition. Les Anunnaki, dans ce récit, deviennent presque des observateurs abstraits. Leur regard, s'il existe encore, n'intervient pas dans les détails. Ils se contentent de suivre les grandes lignes. La Terre est laissée à ses propres dynamiques, avec toutes les incertitudes que cela implique. Ce lâcher-prise est peut-être l'acte le plus significatif de toute l'histoire. Les tablettes ne disent pas si ce retrait est définitif. Elles ne ferment jamais complètement la possibilité d'un retour. Mais ce retour, s'il devait avoir lieu, ne serait plus une continuité. Il serait une rupture. Et cette rupture est précisément ce que le silence cherche à éviter le plus longtemps possible. À mesure que les siècles passent, le silence devient la norme. Les humains construisent des civilisations sans référence directe à leurs origines non humaines. Les Anunnaki disparaissent des pratiques quotidiennes. Ils subsistent dans les récits, puis dans les mythes, puis dans des fragments de textes que peu savent encore lire. Ce silence n'efface pas la trace laissée dans la matière vivante. La mémoire implantée continue d'opérer, transformer, enrichir, détourner. Les capacités d'apprentissage, de transmission, d'abstraction se développent bien au-delà de ce qui était nécessaire au travail initial. L'être intermédiaire est devenu autre chose, non par rupture, mais par accumulation. Les tablettes, en s'arrêtant presque brusquement sur cette phase, semblent reconnaître une limite. Au-delà de ce point, l'histoire n'appartient plus à ceux qui venaient du ciel. Elle appartient à ceux qui vivent sur la terre. Le silence marque le passage de relais. Ce passage n'est pas célébré, il n'est pas non plus regretté, il est simplement constaté. Une solution technique a donné naissance à une lignée capable de produire du sens, de la culture, de la mémoire autonome. Le retrait progressif a permis cette transformation. Et pourtant, dans ce silence organisé, une question demeure, presque inaudible. Si le retrait était nécessaire pour permettre l'évolution, que se passerait-il si ce silence venait à être rompu, et comment une humanité façonnée par l'absence interpréterait-elle soudain le retour de ceux dont elle a transformé la mémoire en mythe ? À un moment précis, sans annonce ni transition claire, les tablettes sumériennes changent de nature. Ce n'est pas une fin déclarée, ni une conclusion assumée, c'est une interruption. Les récits deviennent plus allusifs, moins descriptifs, comme si quelque chose d'essentiel cessait d'être consigné.
Les Anunnaki, autrefois présents même dans l'absence, se dissolvent dans un arrière-plan silencieux. Leur trace ne disparaît pas entièrement, mais elle n'évolue plus. Ce silence documentaire est l'un des aspects les plus troublants de l'ensemble. Les scribes continuent d'écrire. Les dynasties sont listées, les récoltes, les guerres, les offrandes sont minutieusement notées. Le monde humain devient le centre du récit. Pourtant, ce qui avait structuré l'origine de ce monde n'est plus développé, comme si l'histoire avait franchi un seuil au-delà duquel certaines informations n'étaient des plus nécessaires ou plus accessibles. Les tablettes cessent de décrire les Anunnaki comme des acteurs. Ils deviennent des références fixes, figées dans un passé indéterminé. Leurs actions ne sont plus mises à jour, leurs décisions ne sont plus rapportées, il n'y a plus de continuité narrative les concernant, cette absence n'est jamais expliquée. Elle est simplement là comme une frontière invisible dans le texte. Ce qui rend cette coupure si singulière, c'est qu'elle ne correspond à aucun effondrement connu. Il n'y a pas de catastrophe globale associée, pas de disparition brutale des scribes, pas de rupture culturelle évidente. L'écriture continue, mais le sujet se déplace définitivement. L'origine cesse d'être un objet d'observation. Elle devient un arrière-plan immobile. Les tablettes semblent alors se comporter comme une mémoire qui a atteint sa limite fonctionnelle. Ce qui devait être transmis l'a été. Le reste peut se transformer sans être consigné. Cette idée est dérangeante car elle suggère que le silence n'est pas un oubli accidentel, mais une conséquence logique d'un processus arrivé à maturité. Les Anunnaki, dans cette phase, ne sont plus décrits comme présents, ni même comme absents. Ils sont hors du récit actif. Cette position est particulière. Elle n'est ni une négation, ni une affirmation. Elle ressemble davantage à une mise en suspens, comme si leur rôle avait été pleinement accompli au point de ne plus nécessiter de suivi narratif. Les textes tardifs mentionnent encore leur nom, mais sans contexte. Ils apparaissent dans des listes, des formules, des invocations. Leur fonction se réduit à une origine abstraite, un point de référence lointain. Ce glissement transforme profondément leur nature. Ce qui était une présence organisée devient un principe symbolique. Cette transformation n'est pas propre aux Anunnaki. Elle reflète un mécanisme plus général de la mémoire humaine. Lorsqu'un événement cesse d'avoir des conséquences directes, il se fige. Il devient une fondation immobile sur laquelle d'autres récits se construisent. Les tablettes montrent ce mécanisme à l'œuvre presque en temps réel. Ce qui est absent devient alors aussi important que ce qui est écrit. Le silence sur certains aspects suggère soit une perte d'information, soit une décision implicite de ne plus consigner. Les deux hypothèses sont troublantes. Si l'information a été perdue, cela implique une fragilité inattendue dans une tradition pourtant rigoureuse. Si elle a été volontairement laissée de côté, cela suggère une conscience claire de ce qui devait, ou non, être transmis. Les tablettes ne donnent aucun indice explicite. Elles ne justifient pas leur propre silence. Elles ne signalent pas une transition consciente. Cette absence de métadiscours renforce l'étrangeté de la coupure. Le lecteur moderne se retrouve face à un récit qui continue, mais dont un pan entier est soudain hors champ. Ce silence final modifie aussi notre manière d'interpréter ce qui précède. Si les Anunnaki cessent d'être mentionnés non parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils ne jouent plus aucun rôle actif, alors leur retrait est total dans sa réussite. La solution mise en place fonctionne si bien qu'elle n'exige plus d'intervention, ni même de commentaires. Mais une autre lecture est possible, et elle est plus inconfortable. Le silence pourrait aussi indiquer un changement de statut. Ce qui ne peut plus être décrit ne l'est plus. Ce qui échappe au cadre narratif est laissé de côté. Les tablettes, conçues pour consigner des événements observables, ne pourraient ni plus rendre compte d'une présence devenue trop distante, trop indirecte ou trop différente de ce qu'elles savent nommer. Dans ce cas, le silence ne serait pas une fin, mais une limite du langage et de l'observation. Les Anunnaki ne seraient pas partis au sens simple. Ils seraient devenus invisibles au cadre humain. Leur influence, si elle persiste, ne se manifesterait plus de manière directement observable. Les tablettes, objets matériels, ont leurs propres contraintes. Elles enregistrent ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui peut être formulé. Lorsque l'expérience directe cesse, l'écriture se tait. Le silence devient alors une frontière épistémologique. Ce qui est au-delà ne peut plus être consigné de la même manière. Ce point est rarement abordé dans les lectures modernes. Pourtant, il est central. Les tablettes ne prétendent jamais tout dire. Elles consignent ce qui est pertinent pour une société donnée, à un moment donné.
Lorsque l'humanité devient pleinement autonome, lorsque les références non humaines cessent d'être opérationnelles, leur suivi perd sa fonction immédiate. Ainsi, ce que les tablettes cessent soudain de dire n'est peut-être pas moins réel que ce qu'elles disent. C'est simplement hors de leur champ d'action. Le silence devient un espace ouvert à l'interprétation, non à la certitude. Ce vide textuel a alimenté des siècles de spéculation, de réécriture, de mythification. Mais il peut aussi être lu comme le signe le plus cohérent de tout le récit. Une fois la mission accomplie, une fois la mémoire implantée capable de porter sa propre histoire, l'origine n'a plus besoin d'être rappelée sans cesse. Le silence devient alors un test, non pas pour ceux qui sont partis, mais pour ceux qui restent. Une humanité laissée avec des traces fragmentaires, des récits incomplets, des tablettes partiellement muettes, doit construire du sens sans accès direct à sa genèse complète. Et dans ce silence, une dernière question demeure, calme mais insistante. Si les tablettes se taisent, non parce que l'histoire s'arrête, mais parce qu'elle continue ailleurs, hors de portée de l'écriture humaine, alors que reste-t-il à découvrir, non pas dans ce qui a été gravé dans l'argile, mais dans les zones volontairement laissées vides par ceux qui ont cessé de parler? Lorsque les tablettes cessent de parler, l'histoire ne s'interrompt pas, elle change simplement de forme. Ce qui n'est plus inscrit dans l'argile se poursuit dans le temps, dans la matière vivante, dans les structures invisibles laissées derrière. Le silence final n'est pas un vide narratif, il est une transition, une manière de laisser l'histoire continuer sans être dirigée. Ce silence est particulier parce qu'il n'est jamais total. Les traces demeurent, elles sont fragmentées, dispersées, parfois contradictoires, mais elles persistent. Les noms des Anunnaki survivent. Le souvenir d'une origine venue du ciel se maintient sous des formes transformées. Les récits se multiplient, se déforment, se chargent de symboles. Le silence n'efface pas, il oblige à interpréter. À partir de ce point, l'observation change de direction. Ce ne sont plus les Anunnaki qui sont décrits, mais les humains eux-mêmes. Leur capacité à organiser, à bâtir, à transmettre, à questionner devient le cœur du récit. La mémoire implantée, désormais profondément intégrée, continue d'agir sans référence consciente à son origine. Elle se manifeste dans l'apprentissage, dans l'abstraction, dans la faculté de projeter le futur. Les tablettes, en se taisant, laissent place à une autre forme de continuité, non plus écrite, mais incarnée. L'histoire se poursuit dans les gestes répétés, dans les structures sociales, dans les systèmes de pensée. Ce qui avait été conçu comme une solution technique s'est transformé en une dynamique culturelle autonome. Le silence marque ce passage définitif. Ce silence est souvent interprété comme une perte, une rupture regrettable dans la transmission du savoir. Mais une autre lecture est possible. Le silence peut être compris comme une condition nécessaire à l'émergence d'une conscience indépendante. Tant que l'origine est explicitement présente, elle structure la pensée. Lorsqu'elle disparaît, l'esprit doit construire par lui-même. Les Anunnaki, en se retirant complètement du récit actif, laissent derrière eux un monde capable de se raconter sans eux. Cette capacité est peut-être le véritable objectif final, bien plus que l'extraction ou l'organisation matérielle. Une forme de vie capable de produire du sens, sans supervision constante, est une forme de vie aboutie. Pourtant, le silence n'est pas synonyme d'indifférence. Les tablettes suggèrent, par leur retenue même, que l'observation se poursuit autrement. Non plus par des apparitions ou des interventions directes, mais par une attention distante. La Terre continue d'exister dans un cadre plus large, même si ses habitants n'en ont plus conscience. Ce regard invisible pose une question délicate. Peut-on être observé sans le savoir, sans que cela n'influence le cours des choses? Les tablettes ne répondent pas. Elles laissent cette interrogation ouverte, suspendue entre la possibilité d'une surveillance permanente et celle d'un retrait définitif. Ce qui est certain, c'est que l'humanité évolue comme si elle était seule. Elle affronte ses propres déséquilibres. Elle crée ses propres récits d'origine. Elle transforme le ciel en symbole, la terre en foyer, le passé en mythe. Cette autonomie n'est pas parfaite. Elle est marquée par des erreurs, des cycles de construction et d'effondrement. Mais elle est réelle. Le silence permet aussi une autre transformation. Il protège. Une présence constante aurait pu figer l'évolution, maintenir une dépendance, empêcher l'émergence de solutions nouvelles. En se retirant, ceux qui venaient du ciel laissent l'humanité explorer les conséquences de ses propres choix. Le silence devient un espace d'expérimentation. Les traces laissées dans les tablettes agissent alors comme des échos lointains. Elles ne dictent rien. Elles suggèrent, elles intriguent.
Elles invitent à questionner sans offrir de réponse définitive. Cette ambiguïté est peut-être intentionnelle. Une vérité trop claire n'aurait pas survécu intacte. Une trace fragmentaire, en revanche, peut traverser le temps. À mesure que les siècles passent, ces fragments sont redécouverts, réinterprétés, parfois rejetés. Chaque époque projette ses propres interrogations sur ces textes anciens. Le silence qui les entoure permet cette plasticité. Les tablettes ne parlent plus, mais elles continuent d'agir. Le silence observant n'est pas nécessairement un regard actif. Il peut être une simple attente, une reconnaissance que certaines trajectoires doivent être suivies jusqu'à leur terme naturel. La Terre, devenue autonome, explore désormais les limites de ce qui a été implanté en elle. Ce qui demeure troublant, c'est que ce silence ressemble moins à une fin qu'à une mise en retrait stratégique. Comme si l'histoire la plus importante ne devait plus être écrite par ceux qui l'ont initiée, mais par ceux qui en sont issus. L'absence devient alors un héritage. Les tablettes, en cessant de dire, nous placent face à notre propre responsabilité. Elles ne nous expliquent pas ce que nous sommes devenus. Elles ne justifient pas notre trajectoire. Elles laissent un espace vide dans lequel chaque génération doit inscrire sa propre compréhension. Si les Anunnaki ont réellement existé, s'ils ont réellement façonné les conditions de l'émergence humaine, alors leur plus grande intervention n'a peut-être pas été la création, mais le retrait. Un retrait suffisamment complet pour permettre l'illusion de l'autonomie, mais suffisamment partiel pour laisser des traces capables d'éveiller la curiosité. Le silence qui suit n'est donc pas passif. Il agit comme un miroir. Il renvoie à l'humanité la question de son origine sans jamais y répondre complètement. Il oblige à regarder non pas vers le ciel, mais vers soi-même, vers ce qui a été transmis sans être nommé. Et si ce silence continue encore aujourd'hui, s'il persiste au-delà des tablettes et des mythes, alors il ne s'agit peut-être pas d'une absence, mais d'une forme d'observation différente. Une attention qui ne guide plus, qui ne corrige plus, mais qui attend de voir jusqu'où une espèce née comme solution technique peut aller lorsqu'elle devient capable de se poser seule la question de son origine, de son avenir et de la place qu'elle occupe dans un univers qui, malgré le silence apparent, n'a peut-être jamais cessé de la regarder évoluer.